messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Pourquoi trop peu de femmes se lancent en politique? Le REFAT, soit le regroupement des femmes de l'Abitibi-Témiscamingue, mène une campagne pour inciter ces dernières à se lancer en politique. Alors, pour nous en parler, je reçois de ce regroupement Mesdames Joanie Marleau-Hull et Louiselle Luneau. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Ça nous fait plaisir. C'est très gentil de votre part. C'est accrocheur, puis j'aime ça que l'on en parle parce que la femme, aujourd'hui, dans la société moderne, n'a plus aucune distinction en ce sens qu'elle a sa place partout. Puis ça, moi, je vais me battre aussi pour ça, parce que la femme prend sa place et elle se doit de prendre sa place, c'est important. Mais pourquoi, d'après vous, si peu de femmes en politique? On va commencer par le municipal, si vous me permettez. Pourquoi si peu de femmes en politique municipale et également au provincial et au fédéral? C'est quoi la raison? Bien, je pense qu'une des raisons que les femmes ne vont pas trop en politique, c'est souvent parce qu'elles pensent qu'elles ne peuvent pas faire le travail, qu'elles ne sont pas capables de faire le travail, qu'elles n'ont pas les compétences pour faire ce travail-là. Alors nous, c'est un peu, c'est ce qu'on dit, c'est qu'on essaie de développer avec notre parcours de la candidate, de dire, vous avez les qualités, vous avez la compétence, vous êtes capable, vous faites de la politique au quotidien avec vos enfants, avec votre conjoint, avec vos collègues. Donc, pourquoi pas vous lancer en politique municipale? Donc, c'est le message qu'on passe aujourd'hui pour faire en sorte que les femmes arrêtent de penser qu'elles ne peuvent pas accéder à des postes comme conseillère municipale parce que elles ont la capacité de le faire. Ça c'est vraiment bien dit quand il faut toucher un point très important et très sensible quand vous dites que les femmes se pensent incapables d'aller en politique. C'est vraiment, puis pourtant, Dieu sait, on va en venir un petit peu tantôt avec les femmes en politique provinciale, fédérale. La femme a sa place en politique. Tout à fait. Tout à fait. Les femmes ont leur place en politique et je pense que s'il y aurait plus de femmes en politique aussi, ça pourrait changer une dynamique au sein des conseils municipaux. Parce que les femmes ont des préoccupations par rapport aux politiques familiales, par rapport à la sécurité dans les parcs. Donc, souvent... Une vision nouvelle? Une vision différente, je dirais. Une vision différente de celle des hommes, que des fois, c'est pas par méchanceté que les hommes n'y pensent pas, c'est peut-être de par leur nature. Alors, si on n'est pas habitué à ça. Vous n'êtes pas habitués. Les femmes sont habituées à la sécurité des enfants, au bien-être des enfants. Donc, c'est dans leur personnalité. Donc, vont transposer leurs valeurs au sein des conseils municipaux. Et ça va juste améliorer des discussions. Des idées nouvelles. Des partages d'idées aussi. Donc, je pense que c'est tout à fait... une augmentation de femmes apporte des choses différentes et c'est encore mieux pour la société, pour notre société de tous les jours. Exactement. Puis, vous avez entièrement raison. Mais dans mes notes, est-ce que je me trompe? Juste, quand même, Rouyn-Noranda est une des plus grosses villes de notre Abitibi-Témiscamingue. Et puis, il y a seulement une femme, je crois, dans le conseil de Rouyn-Noranda actuellement? Oui, une conseillère municipale sur 14 conseillers, si je ne me trompe pas. Ça, en parenthèse, on ne jette pas la pierre à personne, sauf que c'est peut-être pas trop normal. C'est pas normal. On est tout à fait d'accord avec vous. Je ne veux pas aller trop loin, là, mais seulement que ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal, mais ce qu'on se rend compte aussi, c'est que souvent, les femmes vont plus se présenter en politique municipale dans les plus petites municipalités. Oui, OK. Parce que c'est peut-être, c'est peut-être différent, la gestion politique d'une petite municipalité. Dans les plus grosses municipalités, on se rend compte effectivement que les femmes ont moins le goût d'y aller, peut-être parce que c'est trop gros, c'est peut-être trop lourd, puis encore, comme je disais tantôt,
en pensant qu'elles n'ont pas les qualités ou la capacité. « Oh non, c'est bien trop gros, moi, je n'irai pas là. » Mais je pense qu'il faut dépasser ce tabou, je pense. Vous venez de toucher un autre point qui est important, Mme Luneau, c'est que quand vous parlez de petites municipalités, qu'il y a plus de femmes qui siègent sur le conseil d'une petite municipalité que d'une grosse municipalité, et vous avez entièrement raison, parce que si on regarde un peu autour de chez nous, je sais qu'à Macamic, c'est 2 ou 3 femmes, je pense, qui sont sur le conseil municipal. On en a à La Sarre, on en a à Haute-Siennard, je crois. C'est peut-être, comme vous avez dit si bien, je vais aller sur le conseil municipal parce que c'est une petite municipalité, donc on n'a pas trop de sujets préoccupants versus une grande ville comme Val-d'Or, Amos, Rouyn-Noranda. Fait que peut-être que là, on commence tranquillement à vouloir s'installer dans les petites municipalités, mais allons-y dans les grosses municipalités. Allons-y aussi. dans les grosses municipalités éventuellement, mais je pense que, parce qu'on se rend compte effectivement, on avait, bon, vous le dites, dans les petites municipalités, je vois entre autres à Clerval, bon, c'est une mairesse. Oui, exactement. C'est une mairesse. Oui. Donc, les femmes sont beaucoup plus intéressées par les plus petites municipalités. Bon, tant mieux, mais en même temps, on vit aujourd'hui avec les fusions des municipalités qui fait en sorte que Rouyn est rendu une municipalité, une MRC, mais il faut susciter les femmes à se présenter quand même, parce que moi, je dis toujours qu'un conseiller municipal homme qui se présente pour la première fois ne connaît pas tous les dossiers de la ville comme les femmes, et donc, il se lance, mais il faut que les femmes se lancent également. Et puis, dans mes notes, j'ai fait une petite recherche, et puis j'ai été vraiment surpris. Si on se reporte à l'échelle du Canada, on a 6 femmes qui sont premières ministres d'une province, et je ne pensais pas ça, mais il y a Mme Christina Clark en Colombie-Britannique, Alison Redford en Alberta, Kathleen Wynne qui vient juste d'être élue en Ontario, Mme Marois ici au Québec, Cathy Dunderdale, Terre-Neuve-Labrador, puis Eva Ariac au Nunavut. C'est 6 femmes qui sont à la tête d'une province. Oui, puis on est bien fiers de cette... Oui, on est fiers parce que ce qu'on constate, c'est que les femmes, effectivement, peuvent aussi être élues et devenir première ministre d'une province. Donc, être première ministre d'une province, c'est tout un contrat, mais les femmes ont l'audace, ont la ténacité, ont le goût de se lancer en politique, puis moi, on dit bravo. Donc, on souhaite que ça puisse susciter des femmes de notre région à se lancer là, dans le cadre des prochaines élections municipales qu'on va vivre au mois de novembre. On va revenir justement sur les élections municipales de novembre 2013. Votre organisme a lancé une campagne provinciale « Je me lance » en 2013. Le but, c'est sûr que c'était le plus possible d'inciter les femmes à se présenter, mais c'est arrivé comment, ce livre-là? C'est arrivé... Bien, en fait, c'est avec notre regroupement national, qui est le réseau des tables régionales des groupes de femmes du Québec. Le souci était d'avoir des outils communs à travers la province. En fait, il y a 17 tables régionales, comme le regroupement de femmes, qui travaillent sur les dossiers au niveau de la politique. Et on avait chacune de nos côtés des outils. Donc, on voulait avoir un arrimage et arriver avec un outil commun pour l'ensemble des femmes de la province. Donc, c'est ce qui nous a insisté à mettre en commun tous ces documents et de faire le lancement du parcours de la candidate au mois de février. OK. Ouais. Ça, c'est sûr que quand on regarde, il y a une capsule intitulée « Soyons candidate ». Il y a un document « Parcours de la candidate » également que vous avez ici. Ce sont des... C'est quoi, je veux dire? C'est pour aider les personnes à se présenter? Oui, bien, en fait, dans le parcours, c'est vraiment un guide d'outils et de référence pour les femmes. Donc, en fait, il y a des petits questionnaires qui permettent de se positionner dans notre réflexion. Également, il y a toutes les informations nécessaires
pour se lancer dans une campagne électorale. Okay. Donc, toutes les dates butoirs, vraiment, comment constituer son équipe et tout ça. Je vois ici là, qu'il y a justement là, des questions et réponses, des questions que les futurs candidates se poseraient et vous avez la réponse là, dans le livre. Alors, suite à la consultation de tout ce livre-là, une personne sait vraiment à quoi s'attendre et peut vraiment décider oui, je me lance ou non, je me lance pas. C'est ça? Oui, effectivement. C'était un début premier. Oui, c'est ça. C'était vraiment un outil qu'on voulait utile pour les femmes qui étaient en questionnement aussi. Parce que, tu sais, des fois, on se questionne, mais on n'ose pas se lancer. Tandis que en ayant les outils nécessaires pour s'informer, voir c'est quoi la démarche en soi, bien, ça permet peut-être de rassurer aussi à l'intérieur de cette démarche-là personnelle aussi. Qu'est-ce que vous auriez à répondre à une femme qui vous dirait, à vous deux, penses-tu que je vais aller me lancer dans ce monde d'hommes-là, de macho, appelez-la comme vous voulez, j'ai pas d'affaires là, moi. Qu'est-ce que vous auriez à répondre à cette personne-là? Bien, moi, je répondrais au contraire, vous avez tout intérêt à y aller pour essayer d'amener une parité au sein des conseils municipaux. Et justement, comme je disais tantôt, pour avoir des idées différentes, des discussions différentes autour d'une table, avec les idées des femmes, avec les idées des hommes, qu'on puisse bâtir un monde meilleur au sein de nos institutions municipales, de nos conseils municipaux. Moi, je pense que si on a le plus possible une parité, je pense qu'on est capable d'avoir une vision différente puis d'améliorer nos conditions de vie dans notre municipalité. On parlait l'autre jour, il y avait une jeune femme, elle a dit « Moi, je pense que je vais me présenter en politique municipale parce que j'aimerais ça avoir un parc dans ma municipalité. Et là, j'ai pas de réponse, mais je pense que je vais me lancer puis je vais travailler sur ce dossier-là. » Sur ce dossier. Oui, parce que donc, c'est là qu'on amène toujours à dire aux femmes, même effectivement, s'il n'y en a pas beaucoup dans les conseils municipaux, bien, je pense que plus il y en a de femmes qui vont se présenter, plus on va essayer d'atteindre la parité. Voilà, parce que la parité, on est 50 % de femmes au Québec. Et on est malheureusement que 30 qui sont élus, puis 16 à la mairie. 16 à la mairie, ce n'est pas beaucoup, effectivement. Alors, quand on regarde le parcours actuellement de femmes, comme vous disiez tantôt, 6 femmes sont devenues premières ministres au Canada. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Non, c'est très récent. C'est ça, parce que celle de l'Ontario a été élue il y a à peine 2 mois. Exactement. Alors, on pense qu'effectivement, avec cette... plus de femmes en politique provinciale, bien, je pense que ça peut peut-être aider les femmes à se présenter en politique municipale, puis qui, on ne sait jamais, peut-être qu'elles auront le goût, à un moment donné, d'aller en politique provinciale. Oui, exactement, parce qu'on a une première marche, et puis on peut monter l'escalier. Elle est haute, fait Tout à fait. Ça peut mener beaucoup plus loin. Oui. Il reste à peine 1 minute. Qu'est-ce que le regroupement des femmes de l'Abitibi-Témiscamingue entend faire d'ici les élections municipales de 2013, parce que c'est en novembre prochain? Mais là, on va avoir aussi, avec ce parcours de la candidate-là, on va avoir d'autres capsules web. Donc, sur la capsule, une capsule qui dit, bon, ben, je me lance, je décide de me présenter. Et aussi, on va avoir une autre capsule qui va s'intituler Je crois. Je crois. Donc, je crois en ma capacité, je crois que je suis capable et j'y vais en politique municipale. Et nous, ce qu'on veut faire aussi, c'est de supporter les femmes qui vont se présenter en les soutenant dans leur campagne, dans leur... si on a besoin d'aide, si on a besoin d'aide, de support. Oui, ça va nous faire plaisir de les aider. Vous allez être là. Alors, Mesdames Hull et Luneau, merci infiniment. Et puis, continuez votre excellent travail avec le regroupement des femmes de l'Abitibi-Témiscamingue. Puis, on invite les femmes à se présenter lors de la prochaine élection dans les municipalités dans tout le Québec. C'est au mois de novembre 2013. Alors, je vous remercie infiniment et bon succès à vous. Merci de nous avoir invités. Ça me fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Alors, courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La semaine des affaires se tiendra du 15 au 19 avril prochain. Alors, pour nous en parler, je reçois la directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest, Mme Stéphanie Bédard. Madame Bédard, bonsoir. Bonsoir.
Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Mme Bédard. Je le dis, puis je vais continuer à le dire beaucoup. La Chambre de commerce, il faut en parler, puis on le sait, la Chambre de commerce joue un très grand rôle dans l'Abitibi-Ouest et on parle de Chambre de commerce en général, c'est dans chaque MRC, la Chambre de commerce joue toujours un rôle très important, et chez nous, c'est la même chose. Donc, il faut continuer à en parler beaucoup de la Chambre de commerce. La semaine des affaires. Qu'est-ce que la semaine des affaires? En fait, c'est un concept qui a été mis en place il y a à peu près 13 ans. OK. L'objectif était de regrouper l'ensemble des partenaires socio-économiques et de développement économique de la région en disant, est-ce qu'on fait un maximum d'activités puis qu'on crée un engouement autour d'une semaine spécifique? Pour mobiliser les gens puis leur donner soit des formations, conférences pour répondre à leurs besoins. Mais plutôt que de le faire vraiment séparément une fois par mois ou chacun de son côté, bien, on se met tous ensemble puis on fait une semaine. Qui a été à ce moment-là baptisée la Semaine des affaires. Il se passe quoi exactement dans ça, Mme Bédard? Parce que c'est beau dire la Semaine des affaires, mais quelles affaires? Puis il se passe quoi? Bien, d'une année à l'autre, on y va en fonction des besoins identifiés sur le territoire. Cette année, la grosse prémisse ou la priorité a été identifiée au niveau des besoins en ressources humaines. On le sait, on est en situation de plein emploi, tant mieux. Oui, c'est tant excellent. Mieux, certain, oui, exactement. On est une des régions au Québec où, puis là je parle de l'Abitibi-Témiscamingue en général, où le taux de chômage est le plus bas, ce qui est merveilleux. Par contre, ça crée une problématique à l'inverse, c'est que les entreprises continuent leur croissance et malheureusement, bien, ils ont des problématiques soit de recrutement ou même de rétention de personnel. Alors nous, cette année, on s'est dit, bien, qu'est-ce qu'on peut offrir comme série d'activités pour essayer de faciliter... un peu tout ça. Exactement, exactement. Oui. Donc, la programmation cette année est vraiment... axé, pas 100%, mais je dirais un beau 80%. Avant d'aller dans la programmation directement, moi, j'aimerais ouvrir une parenthèse, Mme Bédard, puis c'est une parenthèse positive. On se rend compte beaucoup qu'il y a des commerces qui manquent d'employés. Et ça, là, c'était d'habitude, là, moi, je ne me souviens à peu près pas là, d'avoir entendu parler que le recrutement est difficile parce que on n'a pratiquement pas de chômage. Moi, je me dis une chose aujourd'hui, que la personne qui ne travaille pas, je n'irai pas jusqu'à dire c'est parce qu'elle ne veut pas travailler, non, mais ce manque de l'emploi, il y en a. Et quand on regarde les offres d'emploi, il y en a, mais il y en a, ça se reflète positivement chez nous. Oui. Et la Chambre de commerce aussi y est pour quelque chose dans ça. Là. Bien, il n'y a pas quelque chose. C'est sûr que nous, on prêche pour notre paroisse, comme on dit. On essaie d'encourager les gens à encourager les commerces de la région, les industries ça, aussi. Ça, c'est important. Oui. Et bien, tant mieux, on est en situation de succès, puisque quand on parle de recrutement un peu partout, comme vous le dites, des postes, je pense qu'il n'y en a jamais autant eu d'ouverts. Oui. Dans tout domaine confondu, ce qui est intéressant aussi, qui donne le choix aux gens, parce que c'est pas tout le monde qui a le même champ d'intérêt ou champ de compétences. C'est ça. Mais il faut les combler, ces postes-là. Donc, il faut essayer de trouver des outils pour, permettre un meilleur recrutement, et favoriser la rétention des gens, parce que c'est beau l'embaucher, mais il faut le garder. Oui, exactement, c'est ça. Et puis, c'est vrai que, bon, les mines, l'industrie minière est en plein essor. L'industrie forestière reprend vie lentement, mais seulement que ce qu'on a entendu, c'est que dans l'industrie minière, ils viennent piger un peu dans l'emploi local. Mais c'est certain. C'est de bon augure, oui, mais par contre, on comble des besoins à gauche, puis à droite, bien, ça prend d'autres besoins parce que on perd des employés sur un côté. Moi, c'est ce que je me suis fait dire dans certains garages qui m'ont dit on manque de mécaniciens et les gars, ils sont partis des mines. Mais c'est un plus, oui, sur un côté, c'est un moins sur l'autre, mais c'est un point positif. Bien, en fait, c'est que, oui, c'est de déplacer, si on peut dire, le problème, parce que ça crée de l'employabilité. Ces gens-là ont des conditions intéressantes, donc c'est ce qui fait qu'ils vont peut-être choisir une minière versus un concessionnaire automobile ou autre. Par contre,
les minières et l'industrie forestière font en sorte que, justement, les concessionnaires ou tout autre, je donne l'exemple de concessionnaire, mais n'importe quel commerce fonctionne. Et c'est ce qui fait... c'est l'offre et la demande. Donc, les gens partent. Oui, on a besoin d'avoir des employés dans les commerces pour être capable de servir la clientèle. La clientèle, c'est les industries minières, c'est les industries forestières, c'est les industries agricoles qui réinvestissent dans la communauté. Donc, au moins, il y a un côté qui est récupéré puis qui est positif. Qui est récupéré, puis c'est tout du positif. Oui, à ce moment-là, c'est ce qui est important. On y va avec la programmation parce qu'on est sorti un petit peu de notre champ de vision, mais on va revenir avec cette semaine des affaires du 15 au 19 avril prochain. Donc, l'ouverture, comme à chaque année, c'est un peu l'envolée, le coup de lancer. C'est une soirée qui est organisée par le comité Femmes d'Action. Okay. Donc, une soirée pour femmes seulement. Désolée, les hommes sont invités à moins. Non, faut un déguisement. Je vous le dis, une perruque, maquillage, talons hauts. Pantalon, ça passe. OK. Donc, avez-vous vous intéresser? Donc, moi, il manque des talons hauts, entre les gars. Je prendrai les vôtres, tiens. Je vous les prêterai avec plaisir. Okay. Alors, c'est un souper où est-ce que, thématique réseautage, on s'entend. Ce qu'on veut, c'est que les femmes réseautent entre elles. Il y a 2 femmes, comme à chaque année, qui sont honorées pour l'ensemble de leur carrière, soit sur le plan carrière ou le plan investissement, bénévolat, travail, implication dans la communauté. Et on a une conférencière cette année dont le thème est conciliation travail-famille et c'est Marie-Claude Barrette. OK. Marie-Claude Barrette, qui est la femme de Mario Dumont. Exactement, c'est ça? Okay. Exactement. À 2 filles le matin? Tout à fait. OK. Qui sera la conférencière. Oui, je pense que c'est une chance en or d'avoir Mme Barrette qui est très, très intéressante à écouter parler. Oui, sûrement. Oui. Donc, l'objectif, c'est de parler de conciliation travail-famille. OK. Le lendemain matin, c'est suivi d'un déjeuner technologique, donc le mardi matin, présenté par la SADC d'Abitibi-Ouest. Donc, l'objectif, c'est d'aider les entreprises à leur dire, tu sais, aujourd'hui, la technologie est rendue à un point tel qu'elle fait partie du développement des affaires. Oui, sûrement. La plupart des gens ont des téléphones intelligents. Oui. Maintenant, comment un entrepreneur peut bénéficier et maximiser l'utilisation de son téléphone intelligent pour son développement d'affaires, c'est le thème qui sera abordé. OK. Suivi d'un dîner-conférence, nos dîners-conférences habituels là, de la Chambre de commerce. Le thème est « Mobiliser nos ressources autrement ». Donc, encore là, thème ressources humaines. Comment on mobilise les gens? Comment on les garde à l'emploi chez nous? Comment on les rend heureux? Okay. Un conférencier qui est en fait un bon ami à moi, quelqu'un avec qui j'ai travaillé longtemps dans la région de Montréal, qui est très impliqué au niveau du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, au niveau du concours québécois en entrepreneurship et tout ça, et qui a accepté gentiment de venir partager son expérience. Okay. Et on profite de ce dîner-là pour faire un lancement d'un projet pilote en Abitibi-Ouest, qui est la marque Employeur Remarquable. Employeur Remarquable, c'est quoi? C'est une certification qui est accrédité par le BNQ, donc le Bureau de normalisation du Québec, qui est en fait un principe ISO 9000 ressources humaines. OK. Un diagnostic qui est fait à l'interne par les employés pour dire est-ce que moi je suis heureux dans mon entreprise ou non? Puis pour être heureux, ça me prendrait quoi? Et qu'est-ce que l'entreprise doit amener comme mesure? C'est très intéressant. Oui. Parce qu'on parle de recrutement, oui, ça devient, à partir du moment où l'entreprise suit un certain diagnostic et a une reconnaissance. Voilà, parce que est-ce que je suis heureux dans mon entreprise? Oui. Ça, c'est une question des fois que ce serait bon de se poser et de poser également, parce que des fois, on peut avoir une entreprise, on pensait avoir fait le bon choix, mais c'est pas tout à fait ce qu'on voulait. Alors exactement. Ça, c'est vraiment... Donc, nous, ce qu'on veut, c'est sensibiliser les entreprises à dire, oui, on l'a dit tout à l'heure, les minières, l'industrie forestière, peu importe l'industrie, vient chercher vos ressources, oui. Okay. Maintenant, nous, comme autre type d'organisation, que ce soit un commerce de détail ou une industrie XYZ, comment on fait pour aller chercher ces gens-là? Comment on fait pour les garder captifs chez nous? Plutôt que de toujours dire, c'est ça, j'investis sur une personne, j'investis du temps, j'investis en formation, puis je la perds au bout de quelques mois. Donc, c'est des outils qu'on veut rendre accessibles, dans le fond, aux entreprises et
C'est une accréditation qui existe depuis 2009, OK. Qui commence à être connue un peu partout au Québec et les promoteurs voulaient avoir une région pilote où est-ce qu'on pourrait vraiment faire un grand déploiement puis inciter les entreprises à dire affiche-toi comme employeur remarquable. Et on est heureux de dire que c'est l'Abitibi-Ouest qui sera le pilote. Bravo à vous. Et le conférencier du dîner conférence. On attend son nom. Martin Thibault, en fait, de la compagnie Absolunet, qui est une entreprise en technologie d'information sur la Rive-Nord de Montréal. C'est une des premières entreprises qui a reçu l'accréditation employeur remarquable et qui va en même temps partager qu'est-ce que ça lui a apporté, pourquoi il est fier maintenant de l'afficher. Donc, il y a une suite logique du pourquoi c'est lui comme conférencier. Oui, ça va être très intéressant. Je comprends, c'est sûr. Il va venir parler de son expérience à ce moment-là. On voulait un témoignage, mais en formule fait vécu, puis sur place. Oui, parce qu'un témoignage fait vécu, il me semble que ça comporte beaucoup plus de vérité, entre parenthèses, parce qu'on l'a vécu à ce moment-là et non pas on l'a vu vivre. Exactement. Ce n'est pas pareil. Exactement. Et on termine cette journée-là, toujours le 16, par un 5 à 7 d'intégration des nouveaux arrivants. On sait qu'il y a des gens qui arrivent d'un peu partout, donc on veut les mettre en contact avec des employeurs et des gens d'affaires pour leur permettre d'avoir un réseau un peu plus social. Le mercredi, c'est la journée attendue à chaque année, la foire de l'emploi. Très important. Oui, donc, très important. Très important. Puis c'est une belle initiative, très belle initiative. Oui, tout à fait. Oui, exactement. Donc, on parle d'entre 20 et... pas 20, je devrais dire entre 25 et 30 entreprises qui vont être présentes sur place pour, se faire connaître et faire connaître les postes qu'ils ont à combler, puis différentes activités qui vont se dérouler au cours de la journée. C'est une belle activité, ça. Oui. Tout à fait. Le jeudi, encore sur le thème technologique, une conférence sur les médias sociaux. Le mardi, on parle des téléphones intelligents. Le jeudi, on parle des médias sociaux, comment maximiser leur utilisation pour encore là faire connaître davantage nos entreprises. Voilà, OK. Et quelques activités à confirmer au niveau, entre autres, de la Corporation des approvisionneurs du Québec. Puis la clôture de la Semaine des affaires cette année par la Jeune Chambre de commerce. Un 5 à 7, Martini-Causé. Wow, OK. Ça va être très intéressant. Oui, c'est vraiment une belle brochette, Mme Bédard. Ça va être une très belle semaine du 15 au 19 avril prochain. On ne peut pas aller plus en profondeur parce que le temps nous manque, mais juste si on parlait aussi de ce qui s'en vient à la Chambre de commerce le 23 mai, c'est à confirmer. Mathieu Dupuis, peut-être? Oui. On devrait avoir la confirmation dans les heures qui suivent. Donc, Mathieu qui fait son lancement officiel d'un livre. Oui, un magnifique exactement, livre. De photos qu'il a pris sur la J'ai son premier livre, moi, chez moi, puis j'ai trouvé... Parce que je l'ai reçu déjà ici en entrevue. Puis, Et Mathieu, c'est un modèle de persévérance. Oh, oui, c'est un décrocheur qui a décidé de se reprendre en main, qui a déterminé ses objectifs, puis qui est devenu un entrepreneur, puis qui est reconnu à l'échelle mondiale. Exactement. Donc, pour les jeunes, mais pour les jeunes gens d'affaires aussi, c'est un modèle. Donc, nous, on est très heureux de pouvoir le recevoir en conférence. Fait que vu qu'on ne se reverra pas, c'est-à-dire avant septembre prochain, il y a au mois d'août aussi, qui est une grande activité, le fameux tournoi de golf de la Chambre de commerce et d'industrie. Oui, le 16 août prochain au Club de golf Betty. OK. Fait que, encore une fois, Mme Bédard, Chambre de commerce très, très, très active. Et puis, je vous félicite du beau travail que vous faites au sein de cette chambre-là. Et puis, on invite les gens à la Semaine des affaires qui se tiendra du 15 au 19 avril prochain. Alors, je vous remercie infiniment, parce qu'on aurait voulu parler aussi de partenariat un peu entre la Jeune Chambre et la Chambre de commerce, mais on en a parlé aussi avec M. Langlois, on a parlé un peu avec vous, disons que c'est fait au moment où l'on se parle, puis c'est un plus pour l'Abitibi-Ouest. Définitivement. Merci beaucoup, Mme Bédard, et je vous souhaite tout le succès possible avec cette Semaine des affaires et toutes les activités d'ici à l'automne. Merci, M. Lacasse. Merci infiniment. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.